Merci Pascale Gruny de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de l'Aisne, membre du groupe Les Républicains et auteur du texte dont on va beaucoup parler, qui a été voté cette nuit, qui interdit l'écriture inclusive. Mais d'abord, l'actualité, on l'a vu, c'est ce nouveau 49.3 qui a été dégainé cette nuit par Elisabeth Borne sur le projet de loi, sur le budget de la sécurité sociale. Le texte arrive au Sénat dans 2 semaines. 2 motions de censure ont déjà échoué sur ce texte hier. Sur le fond du texte, parmi les mesures controversées, puisque le débat aura lieu au Sénat, il n'aura pas lieu à l'Assemblée, le gouvernement souhaitait augmenter les franchises médicales. C'est ce qui reste à la charge du patient quand il va chez le médecin ou quand il achète un médicament. Finalement, il semble tergiverser sur le sujet. Est-ce que vous y êtes favorable ? Personnellement, parce qu'on n'a pas encore eu le débat chez nous, moi je ne suis pas favorable à l'augmentation des franchises. En fait, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement est dans une impasse sur les déficits et donc il cherche à prendre de l'argent un peu partout et dans la poche du contribuable. Les franchises, ça touche tout le monde en fait. Donc c'est quand même assez ennuyeux. Je pense qu'il y en a déjà suffisamment. Je ne pense pas que ça va faire avancer le sujet. Et vraiment, il faut faire attention aussi aux Français qui subissent aujourd'hui l'inflation, le coût de l'énergie qui est très compliqué. Et on commence à avoir un peu de froid, donc il faut y penser. Donc moi, je ne suis personnellement pas favorable, mais je vous dis, on n'a pas encore eu le débat sur le sujet. Il y a un autre sujet qui fait débat sur ce texte, c'est la ponction que voulait initialement faire le gouvernement sur l'Agirc-Arrco, les caisses de retraite du privé, pour équilibrer le régime de retraite général. Là aussi, il y renonce en tout cas pour le moment, c'est ce que dit le ministre. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas à cette ponction ? Ah non, moi je ne suis pas favorable à la ponction. Moi, je suis rapporteur pour la branche vieillesse, mais auparavant j'étais aussi rapporteur sur la branche accident de travail, maladie professionnelle. Tous les ans, on ponctionne aussi 1 milliard, 1,2 milliard, 1,4 milliard sur cette branche. Donc là encore, c'est la même réponse que pour les franchises, c'est-à-dire qu'on cherche de l'argent partout et en fait, les retraites ne sont pas équilibrées. Et quand on regarde la trajectoire, on aura encore des soucis dans 2-3 ans, ça commence en fait à augmenter au niveau des déficits. Donc non, je pense qu'il y a peut-être à regarder l'organisation du système de santé globalement et à faire des économies là où il faut. Il faut faire attention parce que l'hôpital va mal, la ville va mal, la médecine de ville. Donc il faut faire très attention à ça. Alors avant le budget de la sécurité sociale, il y a un texte qui va être examiné par les sénateurs et pas des moindres, c'est le projet de loi immigration qui promet des débats agités. Hier, Gérald Darmanin a dit qu'il tenait à l'article 3 sur la régularisation des métiers en tension, mais qu'il voulait un compromis avec les Républicains alors que c'est votre ligne rouge. Il est possible ce compromis ? Pas vraiment. Je dirais pas vraiment à ce stade. Au niveau de la commission, en fait, ils ont renvoyé le débat dans l'hémicycle. Il n'y a pas eu de position affichée parce que les centristes ne sont pas forcément sur la même ligne que nous. L'article 3, il ouvre la porte finalement à un appel d'air pour les migrants. Et puis aussi, le gouvernement, depuis quand même un certain moment, a décidé de s'attaquer à la fraude. Et c'est la fraude. La fraude aussi par les employeurs. Alors si on commence à dire que parfois on peut laisser la fraude et qu'on va la régulariser, je pense que c'est assez dangereux. Donc sur le plan du texte de migration... Oui, mais voilà. Gérald Darmanin, il dit dans le même temps que c'est le texte le plus ferme de ces 20 dernières années, qu'il permet d'avoir une politique migratoire plus efficace. Et il dit, j'espère que la droite républicaine aura un peu de conscience. Mais de la conscience, ça fait longtemps qu'on en a, en fait. On a présenté beaucoup de textes qui ne sont pas allés plus loin parce que le gouvernement n'a jamais voulu les prendre. Là, compte tenu du niveau, en fait, de l'immigration aujourd'hui, ça devient un sujet primordial. Donc, il fallait qu'ils nous écoutent aussi avant. Et je pense qu'on n'en serait pas dans cette situation. Dans notre baromètre mensuel Odoxa, qui est ce mois-ci consacré à la loi immigration, 55% des Français approuvent l'article 3 et la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension. Est-ce que du coup, vous n'êtes pas en décalage en faisant une ligne rouge ? Non, je ne pense pas. De toute façon, après, tout dépend aussi comment on pose les questions et d'expliquer. Sur les métiers en tension, on n'est pas au plein emploi.
Moi, j'étais rapporteur sur le texte plein emploi. On n'en est pas là. On a aussi beaucoup de personnes qui sont issues d'une immigration, je dirais, récente et qui sont au chômage, je crois, plus de 15%. Donc c'est là, en fait, où il faut travailler la situation. Et je pense que le texte plein emploi, normalement, il devrait répondre justement aux métiers en tension. Un mot sur un autre sujet, c'est l'IVG, puisque dimanche, Emmanuel Macron a dit qu'il présenterait un texte d'ici la fin de l'année pour que l'IVG soit inscrite dans la Constitution, en reprenant la formule du Sénat sur la liberté d'y recourir. Vous voterez ce texte ? Alors, moi, j'y suis pas favorable du tout, parce que, en fait, dans la Constitution, je veux dire, pourquoi on met pas le droit au logement ? Et puis plein d'autres droits. Donc on commence à ouvrir une porte et ça va devenir très compliqué. Sur l'avortement et sur l'IVG, bien entendu, moi je suis une femme, hein, donc je ne vais pas dire que je suis contre. Mais l'inscrire dans la Constitution, je ne vois pas du tout comment ça va la protéger. Moi je vous donne un exemple, hein, M. Mélenchon, il a fait toute sa campagne en disant qu'il enlèverait la Constitution, il ferait une constituante. Donc le marbre, ça n'existe pas. Donc voilà, n'importe quel gouvernement, s'il a une majorité, parce que ça, il faut une majorité très large pour aller au Congrès, pourra y revenir. Donc voilà. Donc vous ne voterez pas ce texte. Vous ne voterez pas cette proposition de loi, ce projet de loi constitutionnel, pardon. On va parler de votre texte, cette fois. Cette proposition de loi qui a été votée cette nuit largement au Sénat, hein, qui vise à protéger la langue française des dérives de l'écriture inclusive. C'est l'intitulé de votre texte contesté par la gauche. On va le voir, on va voir les temps forts de cette séance avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Pascale Gruny. Et Alex, le Sénat a donc adopté cette nuit la proposition de loi de Pascale Gruny pour renforcer l'interdiction de l'écriture inclusive. Alors d'abord, rappelez-nous, c'est quoi l'écriture inclusive ? Oui, on va d'abord rappeler ce que c'est pour nos téléspectateurs. Alors l'écriture inclusive est définie par ses partisans comme une écriture qui fait progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors il y a plusieurs formes d'écriture inclusive. Par exemple, au lieu de dire l'homme avec un grand H, l'homme en général, eh bien on pourrait parler du genre humain. Ça, c'est un type d'écriture inclusive. Autre exemple, pour certains métiers, on peut employer une forme féminine qui sonne féminin à l'oreille et qui n'est pas actuellement dans les usages. Par exemple, pour dire docteur, on peut dire doctoresse. Et puis, il y a une écriture inclusive qui change complètement la typographie de la langue française. Et c'est cette écriture qui est très critiquée actuellement. Pour parler, par exemple, des nouveaux sénateurs élus en septembre, eh bien, on écrira les nouveaux sénateurs avec cette écriture qui s'affiche à votre écran et donc avec différentes terminaisons séparées par des points médians. Alors, pour des raisons de clarté, l'écriture inclusive est déjà interdite à l'école et dans le journal officiel, et cette proposition de loi va plus loin dans l'interdiction. Et oui, ce texte interdit tout simplement l'écriture inclusive dans tous les documents dont le droit impose qu'ils soient rédigés en français, c'est-à-dire les documents administratifs, commerciaux, les contrats de travail, les actes juridiques. Et durant l'examen du texte en commission, eh bien, les sénateurs ont même précisé l'interdiction en prohibant notamment l'emploi de ce qu'on appelle les pronoms personnels neutres inclusifs, c'est-à-dire yel, al, ul. Alors ce sujet, eh bien, il a donné hier soir un débat très tranché avec d'un côté la droite et le centre qui sont contre et de l'autre les socialistes et écologistes qui ont essayé de défendre tant bien que mal les bienfaits de l'écriture inclusive. On va écouter la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. Croyez-moi qu'il y a des enquêtes et sérieuses. Déjà à 5 ou 6 ans, considèrent qu'elles n'ont pas les mêmes compétences que les garçons. Déjà, elles pensent qu'elles sont moins douées pour les mathématiques et pour les sciences. C'est l'ensemble des représentations. Et tout le travail qu'on fait consiste à enlever de la tête des petites filles cette idée qu'elles seraient moins performantes que les garçons. Mais il faut reconnaître que pendant toute une scolarité, quand on entend en grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin, faut que les enseignants soient furieusement outillés pour expliquer aux enfants. Alors ça, on dit ça pour la grammaire, mais pour tout le reste de la société, ça marche pas comme ça, tout le monde est égal. Hier soir, la droite a estimé que l'écriture inclusive venait du mouvement woke, un mouvement venu d'Amérique du Nord et qui viserait à déconstruire notre société. On va écouter le sénateur Étienne Blanc. L'écriture inclusive trouve ses racines dans une politique plus générale de reconnaissance de la primauté des identités. C'est une idéologie mortifère, imposée des campus américains ou de ceux de l'Europe du Nord. Sous prétexte d'égalité des sexes, elle vise à détruire le français en s'inscrivant dans une culture woke
Une culture qui vise plus largement à contester notre modèle de civilisation. Voilà, des positions très tranchées. Alors au final, les deux camps n'ont pas réussi à se mettre d'accord. La proposition de loi a été adoptée. Et du côté du gouvernement, alors même si Emmanuel Macron s'est prononcé hier très clairement contre l'écriture inclusive, eh bien la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, n'a pas pris position dans ce débat et a estimé, je cite, que le rôle de l'État et du Parlement n'était pas d'être dans une police de la langue. Et Alex, vous restez avec nous. Évidemment, on va revenir sur Emmanuel Macron, mais sur ce qui s'est passé hier au Sénat. La gauche, Alex l'a rappelé, a vertement critiqué votre texte. Texte rétrograde, réactionnaire, qui s'inscrit dans un courant conservateur. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ah ben moi, je ne me sens pas du tout rétrograde. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai une collègue socialiste qui a dit qu'il s'était interrogé pour le nom de la questeur. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont d'ailleurs choisi, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que c'était dans ma délégation de vice-présidence et que c'est moi qui ai fléché au moins une femme sur les 3 questeurs. Donc, je ne crois pas que je suis rétrograde, mais en revanche, les combats, ils ne sont pas dans l'écriture. L'égalité homme-femme, certainement pas. Quand ils parlent du masculin l'emporte sur le féminin, moi, j'ai été aussi une petite fille, j'aimais beaucoup l'orthographe et la grammaire. J'ai jamais entendu les garçons sont plus forts que les filles. Moi, c'était une règle de grammaire, point, et ça le reste aujourd'hui. Donc franchement, le combat rétrograde, je pense qu'il est plutôt chez eux. Je pense qu'il faut qu'ils se battent plutôt sur l'égalité homme-femme qui n'est pas encore complète sur les rémunérations, n'est pas encore allée au bout. Et donc vous ne pensez pas que quand même cette phrase qu'on inculque aux enfants très petits, le masculin l'emporte sur le féminin, vous ne pensez pas que ça intègre les esprits ? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Moi, je connais personne qui a réagi comme ça. Enfin, vous aussi, vous avez été petit. Je ne crois pas. Non, mais tout le monde se souvient de cette phrase quand même. Ah bah bien sûr, parce que dans les règles de grammaire, d'ailleurs, je pense que ça s'oublie un peu avec la jeune génération qui fait beaucoup de fautes. Donc ce serait bien, effectivement, que cette règle soit remise au goût du jour. Non, sincèrement, hier, on a eu effectivement un clivage gauche-droite, mais on n'a pas eu d'argument fort sur cette écriture, à être favorable à cette écriture. Et je crois sincèrement qu'au contraire, cette écriture qui ne se parle pas vient vraiment perturber l'apprentissage de la langue pour tous nos jeunes Français qui ont des difficultés aujourd'hui. Et ils sont jeunes aujourd'hui, demain ils sont dans le monde du travail. Et moi, dans le cadre du texte plein emploi, je peux vous dire que les personnes les plus éloignées de l'emploi sont déjà celles qui ne maîtrisent pas du tout la langue. Et donc pour vous, cette écriture inclusive, c'est une aspiration de quelques militants ou c'est une aspiration de la société, car de plus en plus de personnes sont séduites par cette écriture inclusive? Ah oui, à Paris, certainement, mais chez moi, pas du tout. En revanche, moi, je suis d'accord avec vous que certains utilisent l'écriture inclusive, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Ou alors, ils donnent des documents qui ont été préparés par des secrétaires, etc., qui utilisent cette écriture-là. Et les personnes chez moi, parce que moi je les ai interrogées, notamment pour les personnes qui avaient des documents écrits en écriture inclusive, ils m'ont dit « mais de quoi tu nous parles ?» Voilà. Donc à Paris, ça fait débat dans l'hémicycle, mais sincèrement, chez moi, pas Mais du en tout. quoi c'est un danger pour la langue française, cette écriture inclusive ? Mais parce que déjà, ça ne se parle pas. Donc déjà, vous avez une écriture qui est différente en fait de la langue orale. Donc voilà. Et le danger, c'est vraiment la difficulté pour les personnes. Et je crois qu'elle exclut en fait tous les dyslexiques notamment, toutes les personnes aussi qui sont aveugles, malvoyantes, et donc qui utilisent des logiciels qui ne reconnaissent pas cette écriture inclusive. Et vous avez vu ce que vous avez mis comme phrase avec le point X, etc. C'est incompréhensible, incompréhensible. Et c'est pas comme ça qu'on aura l'égalité homme-femme, ni l'égalité entre les genres, qu'il faut pas du tout, je veux dire, ignorer, mais qu'on peut aider autrement. Et là, c'est encore du communautarisme. Il faut faire attention, la langue, c'est notre bien commun. C'est ce qui nous caractérise. Et c'est aussi à penser la langue française dans le monde, la francophonie. On a un recul quand même sur la langue française. Donc c'est important. Justement, hier, Emmanuel Macron était chez vous, dans l'Aisne, à Villers-Cotterêts, pour inaugurer la Cité internationale de la langue française. On va revenir sur cette cité, mais dans son discours, il a fustigé l'écriture inclusive. On l'écoute. C'est pour cela aussi qu'il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, et j'y reviendrai tout à l'heure, de continuer à inventer, mais d'en garder aussi
les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible. Vous avez assisté à ce discours, hein, vous y étiez, Pascale Gruny. Ça vous a étonné de la part du chef de l'État ou vous attendiez à une telle phrase le jour de l'examen de votre texte ? En fait, ça m'a pas étonnée parce que j'avais décidé de lui dire au moment où, en fait, où il nous a salués. Et donc, il m'a bien dit qu'il était absolument pas favorable, voire contre vraiment cette écriture inclusive. Donc, vous saviez qu'il allait dire ça ? Il a été applaudi aussi. Vous saviez qu'il allait dire ça ? Non. Ah non, je ne le savais pas. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Moi, je lui ai posé la question en arrivant pour que j'ai un soutien pour que le texte progresse ensuite à l'Assemblée nationale. Et justement, est-ce que vous avez des informations, des garanties sur l'avenir de votre texte à l'Assemblée ? Est-ce que la majorité présidentielle à l'Assemblée pourrait le voter ? Je pense que oui. Après, hier, la ministre qui était sur le en même temps, on se pose la question. Le président de la République, je pense qu'il était clair. Donc pas encore de position claire sur l'avenir du texte à l'Assemblée nationale. D'abord, j'ai aussi mes collègues députés LR sur qui je compte aussi. Mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas d'assurance. Mais juste pourquoi ? Parce que le Rassemblement national a déposé un texte il y a quelques jours pour interdire l'écriture inclusive. Pourquoi les Républicains ne l'ont pas soutenu, du coup ? Alors, je sais qu'en commission, ils l'ont soutenu. Et après, ils n'étaient pas présents au moment du débat. Alors, peut-être parce qu'ils étaient par ailleurs. Ça, je ne sais pas. Vous regrettez que ce texte n'ait pas pu aller au bout à l'Assemblée nationale ? Moi, je ne regrette pas parce que c'est le RN, mais en revanche, c'est vrai quand même que le sujet, il est au-delà de la politique, il est quand même vis-à-vis en fait, des enfants et de la population qui est en difficulté par rapport à la langue. Oui, alors justement, au-delà de la langue française, on a entendu des arguments hier dans l'hémicycle sur le fait que l'écriture inclusive était un vecteur de déconstruction, pour ne pas dire de décivilisation. C'est le mot qu'avait employé Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien sûr, parce que ça, derrière, c'est le wokisme. Donc, moi, je vais dire qu'on en a assez d'aller chercher aux États-Unis, où elle ne fait pas mieux vivre là-bas, de ramener ici toutes ces idéologies qui, en plus, font vraiment partie de communautés. Voilà, et on l'a bien vu hier, en fait. Donc ça ne fait pas du tout avancer la France. On a la même chose avec la question que je m'avais posée avant sur l'IVG. En fait, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a eu des États qui ont justement modifié leurs lois et c'est revenu chez nous. Alors que ce n'est pas du tout le débat. L'IVG, il n'y a aucun groupe politique aujourd'hui qui l'a fait. Donc c'est la même chose sur le wokisme, c'est la même chose sur l'écriture inclusive. Restons en France et avec notre langue française, nous devons être très fiers. On a entendu Emmanuel Macron, vous le dites, on a moins entendu la ministre de la Culture. Vous êtes déçu par Rima Abdul-Malak ? Oui, j'étais très déçue hier soir quand je l'ai entendue, parce que je savais qu'elle avait cette position, puisque elle avait été auditionnée aussi par Cédric Vial, le rapporteur de votre texte. Du texte, voilà. Mais je pensais qu'avec ce que le président avait dit le matin, elle aurait changé d'avis. Et en fait, non, elle n'a pas changé. Donc, vous êtes déçu. Un dernier mot. Finalement, ce qu'elle dit, la ministre de la Culture, c'est une chose d'être opposée à l'écriture inclusive, mais c'est une autre de vouloir légiférer pour réglementer l'orthographe française. Est-ce que, pour reprendre ces termes, on n'est pas en train de faire une police de la langue ? C'est pas la première fois. On a la loi Toubon aussi. En fait, et là, c'est un combat justement contre tous les anglicismes. Donc, c'est pas la première fois. Je pense que là, cette écriture inclusive, elle progresse très vite et elle modifie en fait notre langue sans y apporter quelque chose de positif. Notre langue, elle est vivante et bien entendu, on le voit chaque année, il y a des nouveaux mots. L'Académie française, elle se prononce sur des nouveaux vocabulaires. Là, ça change aussi finalement la grammaire. Merci Alex. À tout à l'heure.
On verra ce que pensent les Français du projet de loi immigration. Ce sera à suivre dans le club. On va continuer à parler de cette cité internationale de la langue française. On va aller voir, puisqu'évidemment, ça fait l'actualité dans l'ancienne Picardie. On retrouve Jean-Marc Chevauché. Bonjour Jean-Marc, merci d'être avec nous, rédacteur en chef adjoint au Courrier Picard. Et Jean-Marc, vous avez bien sûr suivi ce déplacement d'Emmanuel Macron et cette inauguration de la Cité de la langue française. Oui, Oriane, alors on s'est intéressé évidemment à l'histoire. On a relevé, comme tout le monde, que cette première police de la langue, pour reprendre les termes utilisés tout à l'heure sur le plateau, a été édictée en 1539, donc ça fait 5 siècles quasiment, l'ordonnance qui a rendu obligatoire le français. C'est la première fois qu'on s'est autorisé à légiférer, hein, puisque autrefois c'était la langue régionale qui l'emportait un peu partout. Et puis on a investi 210 millions d'euros dans la rénovation du château de Villers-Cotterêts, la restauration du château, qui était dans un état un petit peu pitoyable avant qu'Emmanuel Macron, en mars 2017, ne décide d'en faire le centre de la langue française. C'est un petit peu le dossier d'Emmanuel Macron du premier quinquennat, et puis c'est un petit peu sa réalisation comme la pyramide du Louvre ou le musée du Quai Branly, vous voyez. Sauf que là, cette fois, c'est en province, et puis que ça a un petit côté monarque qu'on retrouve, une critique qu'on fait souvent au président, puisque ça représente le choix de François Ier. Alors, le prix que ça a coûté, c'est 210 millions d'euros investis. Voilà. Est-ce que, de votre côté, Madame Gruny, que je salue, à qui je dis bonjour, puisque je ne l'ai pas fait au début de mon intervention, est-ce que pour vous, ces 210 millions d'euros qui rénovent le château, c'est la preuve qu'on peut trouver de l'argent, qu'on pourrait peut-être aussi rénover toutes les églises fortifiées de Thiérache qui sont dans un état pas toujours excellent? Bonjour, Monsieur Chevauché. C'est vrai que c'est un sujet, ces églises. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron a dit qu'il allait essayer d'accompagner avec des subventions la restauration des églises. Parce que c'est partout, il y a des églises, des chapelles, on a un patrimoine extraordinaire. En revanche, comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup d'argent. Bon, là, moi, je vais vous dire, je suis très fière que ce soit chez nous, en Picardie, ça existe toujours la Picardie, n'est-ce pas, Monsieur Chevauché, dans les Hauts-de-France, particulièrement dans le département de l'Aisne. Ce château-là était complètement à l'abandon. Il allait vraiment, je pense, un jour disparaître. Et pour nous, le tourisme, c'est toujours un sujet de faire venir les personnes chez nous, tous les Français de venir visiter notre département et puis bien entendu ensuite nos départements voisins. Alors justement, Madame Gruny, au-delà du prix que ça a coûté et de l'argent qu'on trouve quand le président l'a décidé, est-ce que vous pensez que ce château, vous étiez en train de le dire, va véritablement être une chance pour le département, au-delà pour la région, si tout le monde se met autour de la table, je dirais, parce que il y a des personnalités politiques très différentes, aussi bien à Villers-Cotterêts, qui est dirigé par un maire Front National, que dans la région, qui est dirigée par Xavier Bertrand, ou dans le département. Est-ce que c'est une chance pour le département et au-delà pour la région? Et ça, vous allez me dire oui, je pense. Donc, comment faire pour que ça devienne véritablement un enjeu régional? Eh bien, moi, je pense qu'il faut absolument l'intégrer dans tous nos programmes de tourisme. Et mon collègue du département en parlait hier, justement, de le mettre dans nos programmes. Et sincèrement, c'est à nous d'en faire aussi la publicité. Moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Moi, j'invite tout le monde à venir. C'est pas un musée. C'est vraiment quelque chose de vivant. L'exposition permanente, elle est très vivante, ludique. Donc c'est à nous, en fait, à en faire la promotion. Et pour une fois, vous l'avez dit, qu'on a un projet présidentiel qui est hors Paris,
Je pense qu'il faut vraiment mettre ça sous le feu de la rampe. Villers-Cotterêts, c'est aussi un endroit qui est touché par la désindustrialisation, par le chômage, qui est dirigé désormais par le Rassemblement national. L'Élysée veut aussi en faire un moyen de lutter contre le RN, en ramenant de l'emploi, en ramenant du tourisme. Est-ce que pour vous, c'est comme ça qu'on lutte contre le RN ? Ah, mais bien sûr, parce que le RN, chez nous, vous savez, on n'a plus de communistes, pour ainsi dire. Donc, les personnes chez nous se tournent vers le Rassemblement national, qui effectivement crée avec les loups et d'accord avec ce que disent les gens, mais n'apporte jamais de solution. Donc, oui, bien sûr, l'emploi, mais chez nous, justement, ça passe aussi par un meilleur enseignement, un meilleur accompagnement des personnes, parce qu'on est malheureusement le premier département pour l'illettrisme. Donc, moi, c'est vraiment pour ça que je combats cette écriture. Donc, la cité, c'est une belle réponse, justement, pour entraîner toutes les personnes, pas seulement les Axonais, mais les Picards et tous les personnes habitant les Hauts-de-France, à en faire, je dirais, notre projet à nous, pas que présidentiel. Et on regarde la une du Courrier Picard, justement, Jean-Marc. Ouais, juste Jean-Marc, pardon, on regarde la une du Courrier Picard, parce que c'est fini. Contrôle technique, les motards Picard n'en veulent pas. C'est à la une du Courrier Picard. Merci beaucoup Jean-Marc Chevauché d'avoir été avec nous. Pascal Gruny, on reparlera de l'inauguration de cette cité, puisque notre journaliste Mathias Arez était hier à Villers-Cotterêts. Pour la suivre, on verra son reportage jeudi dans cette émission. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Merci à vous.